Mais qui sont ces équipages qui continuent de trouver du plaisir et du sens dans une chasse particulière? Toutes les parties sont représentées dans ce studio. Et si nous parlons de ce sujet, c'est que demain, les Antilles célèbrent la fin de la saison de la chasse. Une trêve de quelques mois pour les animaux. C'est l'occasion pour nous de nous pencher sur cette question. Comprenez-vous aujourd'hui la pratique de cette chasse à courre? On attend vos réactions, vos témoignages au standard d'Europe 1. Nous sommes mobilisés avec vous, Julie. Au 39, réseaux sociaux, avec le hashtag Europe 1. C'est parti jusqu'à 11h. 9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Pourquoi la chasse à courre a-t-elle encore des amateurs? Et avec mon équipe, nous avons réussi aujourd'hui à réunir en studio, et je vous remercie, messieurs et madame, des hommes et des femmes qui habituellement se font face dans les forêts lors des traques, en particulier des cerfs. Merci, j'allais dire, de venir poser les armes pour expliquer, pour défendre aussi vos différents points de vue et pour que nous comprenions pourquoi ces traditions subsistent aujourd'hui. Avec des épisodes assez violents qui ont pu émouvoir l'opinion publique. Je pense à ce cerf que nous avons retrouvé dans l'Oise, dans ce jardin pavillonnaire et qui a été ensuite abattu. Il y a beaucoup de choses qui choquent l'opinion. Il y a aussi beaucoup de choses qui intéressent les amateurs. 10 000 vénères, 100 000 suiveurs, 400 équipages. Du côté des abolitionnistes, c'est comme ça que vous vous revendiquez. Stanislas Broniszowski, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes porte-parole du collectif AVA, Abolition de la vénerie aujourd'hui. Du côté des chasseurs, nous avons Laurent Fac, bonjour. Bonjour. Vous êtes véneur, comme on dit, vous allez nous expliquer. Tout à fait. Porte-parole de la Société de la vénerie de l'Oise. Et pour partager aussi sa connaissance du sujet parce que vous avez enquêté pendant 3 ans là-dessus. Céline Anaya Gauthier, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes photographe et écrivain et vous avez publié chez Flammarion il y a quelques semaines Chasse à courre à la croisée des mondes. Alors demain, Stanislas, vous serez dans les Yvelines, sur le parvis de la gare de Rambouillet pour un rassemblement symbolique qui sonne la fin de la chasse. C'est un moment, j'imagine, que vous attendez chaque année avec impatience. Bien sûr, c'est la 2e édition de ce grand rassemblement qui s'appelle Bye Bye la chasse à courre et qui réunit tous les habitants des villages forestiers, des villes autour et aussi des gens qui s'intéressent au sort des animaux et qui sont opposés à la pratique qu'on qualifie de barbare, de désuète, d'aristocratique, qui est la chasse à courre, qui subsiste encore en France en 2019. Et donc moi personnellement, je serai pas au rassemblement des Yvelines, je serai présent au rassemblement de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. D'accord. Il y en a un aussi à Castelnau de Montmiral dans le Tarn, dans le sud, oui. Et il y en a un aussi à Paimpont en Ille-et-Vilaine. D'accord, alors on parle quand même beaucoup des Yvelines et de l'Oise, qui sont 2 départements où les chasses à courre ont lieu régulièrement. Laurent Fac, ce sont des forêts qui sont attractives pour les vénères aujourd'hui? Rambouillet, Compiègne, tout à fait, notamment. oui. Elles sont proches de Paris, donc effectivement, on en parle beaucoup, quoi. Mais on chasse dans tout le territoire, sur tout le territoire français. D'accord, mais est-ce que traditionnellement, pour en effet ces forêts au nom symbolique, Rambouillet et Compiègne, on y fait de la chasse à courre, on y pratique la chasse à courre depuis longtemps? Autant que d'autres. Non, il n'y a pas de. Compiègne n'attire pas plus qu'une autre. Chacune a ses spécificités. Sauf que vous les avez choisis pas par hasard. Stanislas, par exemple, Rambouillet, vous avez un défenseur de la chasse à courre qui a été ancien maire de Rambouillet, mais qui est aussi vétérinaire, Gérard Larcher. Voilà, c'est aussi à la force du symbole que vous agitez. Oui, mais aussi parce que disons que depuis cet été, AVA s'est bien développé et on a 19 groupes maintenant d'habitants, chacun chez eux, qui s'opposent à la chasse à courre dans leur forêt. Et donc le groupe d'AVA Rambouillet est bien développé et ils sont en mesure de faire une manifestation dans leur ville. Alors vous connaissez, vous, Stanislas, Laurent Fac, parce que souvent vous vous croisez en forêt, c'est-à-dire que... On se connaît bien, on se voit souvent. Vous connaissez. Je sais que vous vous croisez parce que vous avez des collectifs qui tentent de freiner la meute des chiens, la cavalerie à cheval pour protéger les cerfs que vous traquez notamment. Ce sont des groupes que vous rencontrez de plus en plus en forêt, Laurent Fac? Moi, à la base, je suis chasseur à tir du Pas-de-Calais, de petit gibier. Chasseur à tir, c'est chasseur classique pour les gens. Ouais, le pigeon, perdreau, j'aime marcher dans les champs de betteraves. Oui. Et tout à fait par hasard, à 14 ans, j'ai mon père, un collègue, mon père était cavalier, et un collègue qui l'a emmené à une chasse à courre. Et donc, j'ai découvert ça vraiment par hasard. Et ça a été un coup de foudre, parce que j'ai été fasciné par la place du chien qui est réservée dans cette chasse. Tout est fait autour du chien, et chasser avec son chien, c'est un moment très fort pour les chasseurs. C'est-à-dire que vous éduquez le chien à lever d'abord les petits gibiers, puis à traquer les gros gibiés, c'est-à-dire à trouver les cerfs notamment. Le chien en fait est central dans la chasse. En fait, ce qui est important dans la chasse, c'est la quête, quoi. Et la quête, sans chien, c'est une demi-quête. Voilà. Pourquoi vous avez enquêté? Après, vous allez avoir le temps de vous exprimer tous. Céline Anaya Gauthier,
Pourquoi ce sujet vous a intéressé en tant que femme qui ne connaissait pas la chasse à courre, vous l'avez découverte quand vous avez commencé l'enquête? Voilà, alors tout d'abord je voudrais expliquer que je suis franco-péruvienne, que j'ai vécu 20 ans au Pérou, donc j'ai une relation à la nature qui est différente et je suis pas du tout du monde de la chasse à courre. J'ai fait plusieurs sujets avant la chasse à courre, donc j'ai vécu 2 ans avec les femmes SDF à Paris, j'ai fait un livre qui s'appelle Cœur de femme qui a été préfacé par Madame Veil, j'ai dénoncé l'esclavage en République dominicaine et la traite négrière entre Haïti et la République dominicaine. J'ai travaillé sur les descendants des Hibakusha, donc des survivants de la bombe atomique, et les déplacés par la violence. Donc la chasse à courre, c'est pas du tout ma tasse de thé. Et mais c'était pour vous un sujet de société, manifestement. Mais pas du tout. En fait, moi, j'habitais à Fontainebleau, et donc je me balade avec mes enfants en forêt de Fontainebleau, et là, je tombe sur des mecs à cheval avec des chiens habillés bizarrement. Et donc, du coup, là, vous dites, c'est un autre monde, quand même. Mais moi, je pensais que c'était une reconstitution historique. Voilà. Donc, je vais voir le mec et je lui dis, c'est une reconstitution historique, c'est un film, je cherche les caméras, donc il explose de rire, il me dit, non, c'est une chasse à courre. Et je lui dis, mais vous n'êtes pas dans les musées, j'étais vraiment... Et en même temps, après avoir vécu 20 ans au Pérou, j'étais un peu fâchée avec la France d'un point de vue rituel, parce que le Pérou, c'est quand même un pays qui est très riche. Ma famille vient des Andes, j'ai été élevée à côté des chamans, des offrandes à la Pachamama. Et là, je me retrouvais dans la forêt avec quelque chose qui était hors du commun et qui me paraissait fort avec la relation à la nature. Et donc, j'ai quand même 2 choses qui va contre la chasse à courre, c'est que j'étais végane pendant 12 ans. Il y a 20 ans, à l'époque, on parlait même pas de véganisme, mais j'avais pas de... Ça s'est fait comme ça naturellement, et ça fait 20 ans que je suis végétarienne. Et j'ai la phobie des chiens, parce que quand j'étais petite, j'ai failli me faire croquer par un chien. Donc j'avais absolument rien pour aimer la chasse à courre. Mais le veneur me dit, écoutez, venez voir une chasse à courre. Donc je vais voir cette chasse à courre. Il y a pas eu de prise ni rien, donc j'ai pas été. Mais bizarrement, vous n'avez pas été confronté à la mort, à la mise à mort, ni au sang de l'animal. Non, mais à aucun moment. Et moi, j'avais aucun a priori. À aucun moment, je me suis dit, oh, c'est des barbares. À aucun moment. Et donc, j'ai été voir un rédac chef d'un magazine pour autre chose, et je lui dis, attends, ce week-end, j'ai vu un truc de dingue. J'ai vu une chasse à courre. Et là, il me dit, ah non, mais Céline, je t'arrête tout de suite. C'est même pas la peine. Ne pense même pas de faire un sujet sur ça, parce que de toute façon, tu vas être boycotté. Personne va vouloir te... Et je vous arrête là parce que vous allez continuer l'histoire ensuite. C'est que c'est un sujet très sensible, qu'on a du mal d'ailleurs à organiser des débats sur le sujet. C'est pour ça que je vous remercie d'être là, mais parce que ça oppose tant de réflexes différents. C'est-à-dire quand on aime l'animal, quand on voit ses mises à mort, quand on voit les cerfs noyés, etc. Il y a des vidéos sans cesse sur Internet qui nous donnent des hauts le cœur quand même. Vous allez nous expliquer comment vous aimez les animaux. Nous avons fait une émission il y a quelques semaines sur la chasse avec Monsieur de Bois-Guilbert, qui est aussi pratiquant de la chasse à courre, qui nous disait prendre du plaisir à tuer, mais qu'il aimait quand même les animaux. Donc on aimerait comprendre ce qui pour certains ressemble à un paradoxe. Vous êtes avec nous, Laurent Fac, Stanislas Bronisowski et Céline Anaya Gauthier, avec déjà beaucoup d'appels au standard. Catherine, Michel et Françoise qui veulent réagir. À tout de suite. Pourquoi la chasse à courre a-t-elle encore des amateurs? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités jusqu'à 11h. Nous avons un représentant de la société de la Vénerie de l'Oise, veneur lui-même, donc chasseur à tir, devenu chasseur à courre. Laurent Fac, Céline Anaya Gauthier a publié Chasse à courre à la croisée des mondes, et Stanislas Bronisewski est porte-parole du collectif pour l'abolition de la Vénerie aujourd'hui. Ce sujet, parce que ce collectif est né il y a 2 ans, ça fait 1 an et demi que vous êtes en forêt pour essayer de contrer les équipages sans violence. Vous êtes pacifique, comment vous agissez d'abord? Depuis le début, en fait, Ava a rédigé une charte assez stricte, et vraiment, on y tient beaucoup, qui bannit toutes les violences, toutes les dégradations, toutes les maltraitances envers les chiens, même si les gens, peuvent sortir, être confrontés à la chasse à courre, à un monde qui déteste parce que ils en connaissent les usages. On tient vraiment à faire des briefings aux gens avant pour leur dire vraiment de garder leur calme, de pas tomber, de pas répondre aux provocations des veneurs, etc. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu la moindre violence de notre part, et ça fonctionne assez bien. Comment vous faites alors? C'est-à-dire que vous savez localiser les différentes chasses, et ensuite vous vous interposez, si j'ose dire, entre les cavaliers à cheval, les veneurs à pied, les chiens, c'est l'animal. plus compliqué que ça, parce qu'en France, d'ailleurs, c'est le seul pays au monde qui a ça. Il y a eu un décret sous Nicolas Sarkozy qui protège la chasse avec un délit, une contravention d'entrave à la chasse. Donc vous êtes dans l'illégalité? Non, justement, non. On se place dans les interstices de la loi pour arriver à, disons, ralentir et perturber les équipages de chasse à courre sans non plus tomber dans l'entrave pure et dure. Voilà. Donc le matin,
on se donne rendez-vous autour d'un petit café. On va essayer de retrouver l'équipage de chasse à courre au cerf la plupart du temps en forêt. Moi, je suis en forêt de Compiègne. Et puis, le but, c'est d'essayer de suivre la meute de chiens, parce que c'est l'élément central quand même, c'est l'outil de chasse des veneurs, tout le long de la journée, pour vérifier qu'ils violent pas les arrêtés municipaux pris par les communes autour de la forêt, qu'ils maltraitent pas les chiens, les chevaux. Et on dirait que notre présence fait qu'ils peuvent plus vraiment prendre les petits raccourcis légaux qui les aideraient à prendre l'animal plus vite tout au long de la journée. Et on voit que le nombre de cerfs tués, là où les havas sont présents, a vraiment baissé. Alors, juste avant que vous en parler, Océanie, je vous donne un chiffre, parce que Laurent Fac, vous m'avez précisé pendant la pause que vous avez tué pour cette saison entre 900 et 1000 cervidés. Après, on va parler de tout cet autre petit gibier. Sur les 65 000 cerfs qui sont tués chaque année dans le quota défini aujourd'hui par l'État. Ça veut dire qu'une traque peut durer toute une journée, parce que Stanislas vous parlait d'heures. Oui, alors bon, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire qu'une traque peut effectivement durer toute une journée, mais je dirais qu'une chasse, la durée d'une chasse est entre 1h30 et 3 heures. Si ça dure 5 heures, il y a des défauts, c'est-à-dire que les chiens perdent le sentiment de l'animal, perdent la trace, et il y a des moments il y a des pauses en fait, ce qu'on appelle des défauts, et il faut retrouver la voie de l'animal, mais c'est pas le cas. Donc le cerf court jamais plus entre 2 et 3 heures, quoi. Et ça, c'est assez amusant. Ça dépend de la nourriture qui est en forêt. Cette année, c'est une année excessivement difficile parce qu'il y a eu énormément de glands. Donc les chênes produisent des glands, et ça, ce sont des protéines très 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 bonnes pour les animaux. Et on a des animaux qui sont cette année des athlètes absolument remarquables. Donc on a pris très peu d'animaux cette année. Au-delà de ces histoires de glands, moi, toutes les chasses auxquelles j'ai pu assister ont duré jusqu'à 11h du matin jusqu'à 16-17h. Même si des fois, inclus. Le cerf se cache, etc., arrive à se coucher et à ruiser. La chasse dure toute la journée. Vous prenez ça comme un jeu, finalement, Laurent Fac? Non. En une traque, on parle du chat à la souris, mais là, c'est entre l'homme, le chien et le cerf. C'est un jeu de prédation. C'est-à-dire que pour moi, qui est observé, le chasseur à courre fait partie en fait de la nature. Il est dans la nature, et de ce que moi j'ai pu observer, il communique avec ses chiens, il est avec son cheval, il est au plus près en fait du jeu de présent. Alors c'est pas un jeu où il prend plaisir à tuer l'animal, il prend plaisir à être au plus proche du chien pour voir comment il travaille. Tout à l'heure, plus proche du chien, c'est intéressant parce que c'est plus proche du loup aussi. Finalement, Exactement. Vous essayez de reproduire cette traque sauvage. Et puis ce qu'on oublie, encore c'est mon point de vue, ce qu'on oublie, c'est que le chien est un prédateur naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne au chien, on l'a domestiqué, on donne des croquettes véganes, des croquettes poils blancs, dents blanches, anti-stress. Oui, le chien, il est aussi éduqué, j'imagine, pour traquer. Moi, mon chien ne va pas manger un cerf par plaisir. Non, mais après, il y a des chiens qui ont été modifiés par l'homme. Oui. Alors Laurent Fac, vous pouvez nous en parler parce que vous êtes expert. La prise d'un animal, c'est un moment assez grave. C'est vrai que c'est pas la partie. Le plaisir n'est pas dans la prise, dans le fait d'ôter la vie à un animal. Qui va prendre l'animal? C'est le chien. Les chiens chassent, et en fait l'homme intervient à la fin pour retirer la vie. Voilà. Il faut que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, le plus rapidement possible, et avec le maximum de dignité, quoi qu'en disent nos opposants. On fait du mieux possible. Alors on va voir comment qualifier la dignité dans ce genre de pratique, justement. Juste avant la pause, comment se décompose un équipage, qu'on comprenne bien entre ceux qui marchent, ceux qui sont à cheval, les chiens. Alors on va parler d'abord l'équipage, ensuite les marcheurs. Le schéma de la chasse à courre. Tout à fait. Donc l'équipage, en fait, c'est une association de veneurs qui soient à pied ou à cheval, et qui entretiennent une meute de chiens. Dans les équipages où il y a un nombre conséquent de chiens, c'est-à-dire entre 50 et une centaine de chiens. Il y a une société de vénerie comme il y a une société de chasse, et il faut cotiser. C'est le syndicat des équipages. Mais on cotise pour faire partie de ces équipages. Moi, je cotise dans un équipage pour entretenir la meute, et il y a un salarié qui s'en occupe au quotidien parce que chacun a ses préoccupations professionnelles, et donc donc il y a un salarié, il y a un territoire à louer, il y a un chenil à louer ou à acheter, des travaux, et voilà. Donc on est entre 30 et 50 à partager en fait les frais, le budget annuel de l'équipage. Et ensuite, autour de ça, c'est ça qui est extraordinaire dans la chasse à courre, c'est que c'est un moment de partage, c'est-à-dire qu'on chasse dans des forêts publiques, c'est accessible à tous, autant Stanislas Broniszewski que les suiveurs nos supporters, les gens viennent, et c'est gratuit. C'est totalement gratuit pour tous les gens qui viennent suivre en vélo, en voiture. On a un succès qui est presque inquiétant parce qu'on est nombreux. Pour les enfants, il y a mieux comme spectacle, si j'ose dire. Non.
Et gratuit, le prix à payer pour certains, prendre des coups de fouet, des coups de pied, des coups de poing, se faire foncer dessus avec des chevaux au galop, etc. Ça, mais ça, c'est plus réservé. Les enfants, voilà. Ça, c'est réservé à votre confrontation. Mais les enfants, il faut aussi les éduquer à la vérité. Aujourd'hui, les enfants, on leur donne du poisson pané et ils pensent que le poisson est carré. C'est-à-dire, moi, je suis végétarienne et je mange pas de viande. Mais moi, mes enfants, quand ils veulent manger de la viande. Mais quelle vérité vous cherchez dans la vérité, c'est que c'est que la vérité, c'est qu'un animal, quand on le tue, on le coupe, on le dépaisse. Il y a du sang, il y a des. Aujourd'hui, on vit dans une société aseptisée où on ne veut plus voir la mort. On ne veut plus voir la mort, on veut pas savoir. Donc soit on devient tous véganes, c'est-à-dire que la France devient végane et on décide de ne pas construire d'immeubles, de laisser la nature et de remettre les loups, les ours et les lynx dans la nature et qu'il y ait un vrai jeu de prédation. Soit on éduque aussi les enfants à ce qu'est la réalité. Oui, bon, alors ça c'est mon point de vue. Voilà, on est d'accord. Parce que la réalité, vous voir ce que c'est. La réalité, en effet, quand on met à mort ensuite cet animal, quand on va le dépecer, ça s'appelle la curée. Oui. C'est ça. Bon, on va y revenir sur ces qualificatifs, ce rituel aussi de la chasse à courre, comment ça s'organise, la place du chien, le plaisir que vous entretenez, voilà, puisque vous nous parliez de ce regard particulier sur la nature et votre regard à vous, Stanislas Ronezowski, à tout de suite sur Europe. On vous a demandé sur Facebook si vous compreniez la pratique de la chasse à courre en 2019. Vous avez dit non à 66%. C'est une consultation qui a généré 19 000 votes. Ouais, une mobilisation massive, on doit le dire, sur un sujet comme ça. Exactement. Avant de comprendre, je vous lis quelques témoignages, quelques commentaires. Avant de comprendre, il faut connaître. La première question à poser, c'est: connaissez-vous la chasse à courre? Le résultat sera le même que celui qu'on voit ici, une majorité qui ne connaît pas, mais qui juge, nous dit Benoît. C'est la chasse des riches qui font souffrir des animaux pour le plaisir. Même pas pour se nourrir, les cerfs meurent, épuisés jusqu'à leur dernier souffle. Quelle honte, cette barbarie, signée Coco. Juste, on s'arrête là avant d'en lire d'autres. Vous en lisez d'autres dans un instant, mais je voudrais vous faire réagir tout de suite, Laurent Fac, sur la chasse des riches pour le plaisir. Vous ne mangez pas l'animal que vous traquez, en l'occurrence le cerf. Alors si, on mange, en fait, on garde les bons morceaux et en fait, et on quelques laisse morceaux, les filets, les gigots en fait. Oui. Voilà, et chacun. Une fois que l'animal a été attrapé et qu'il a été mis à mort, vous le dépecez. Ça fait partie du rituel, donc ça peut être très violent. Pour les enfants, je ne le recommande pas. On découpe. Je suis pas d'accord avec vous. Non, vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas recommander à un enfant de 5 ans de voir un animal dépecé. C'est là où on n'a pas du tout le même prisme. Non, en effet. Moi, je viens d'Amérique du Sud, et en Amérique du Sud, l'homme fait partie de la nature, et la mort fait partie de la nature. Et à la différence peut-être d'ici, c'est qu'ici, on va chercher notre steak haché ou nos choses directement au supermarché. On n'a plus cette habitude d'aller voir un animal être dépecé. À l'époque, moi, quand j'étais jeune, ma grand-mère française. Oui, mais dans les cours des fermes en France aussi, en effet, on pendait le cochon, on le dépeçait. Mais c'est une réalité. Est-ce que cette violence est bien raisonnable? C'est ça que vous mettez en avant aussi, vous, Stanislas? Bien sûr, c'est toute une pratique où la mise à mort est ritualisée, où la souffrance de l'animal est vraiment portée au firmament. Et d'ailleurs, je voudrais revenir un instant sur le concept de prédation naturelle, qui est vraiment porté par les veneurs comme une de leurs valeurs principales. C'est-à-dire que le chien, naturellement, serait un prédateur. Oui, voilà. Oui. Et même, c'est quelque chose au-delà des chiens que les veneurs célèbrent dans leur système de valeurs. Oui. Et c'est vraiment assez étrange pour nous de mettre la prédation en avant comme quelque chose de positif, alors que nous, on mettrait plutôt la solidarité, la sensibilité des gens, au jour où aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sensibles et conscients de ce que peuvent ressentir les animaux. Mettre la prédation en avant dans son système de valeurs, ça me paraît assez étrange. Et aussi, au niveau, techniquement, au niveau de les chiens qui seraient des prédateurs, qui copieraient les loups, tout ça est évidemment factice et créé de toutes pièces. Les loups ne chassent pas comme des chiens, ils sont élevés en meute, ils sont entraînés, ils sont châtiés s'ils ne respectent pas vraiment la chasse tel que les veneurs le voudraient. Donc, voilà. J'aimerais que vous réagissiez, Laurent Fac, sur la sensibilité, parce que l'opinion publique est porteuse de cette sensibilité. On sait bien maintenant les questions de dignité de l'animal dans les abattoirs, justement, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, Céline, c'est que on consomme la viande, on sait ce qui se passe dans les abattoirs, mais on a envie de mettre le maximum de garde-fous pour éviter cette maltraitance-là. On y est dans la maltraitance avec votre pratique ou pas? Non, je suis pas d'accord. C'est une question que je pose. C'est vrai qu'on a un problème de logiciel. Il y a plusieurs façons de prélever des grands animaux ou des petits, des lièvres, des lapins. Et la vénerie, c'est une façon très spécifique, effectivement, où Stanislas a raison. On parle on essaie de reproduire la prédation naturelle de manière le plus proche possible. Pour ça, en fait, vous me posez la question, la philosophie de la chasse à courre. Justement, c'est le chien est au centre en fait de l'acte de chasse, et l'homme s'efface le plus possible. C'est une manière justement de dire c'est pas nous, c'est l'animal. Alors, je comprends que le message soit un tout petit peu brouillé, parce que il y a effectivement beaucoup de supporters qui viennent en voiture, etc. Mais personne
personne ne doit intervenir et si intervention de l'homme, c'est très négatif et à long terme, les équipages le payent parce que ceux qui prennent le plus d'animaux, ceux qui les chiens les plus efficaces, sont ceux qui laissent le plus travailler leurs chiens. Vous voulez bien que je vous arrête juste sur un exemple, parce que vous dites c'est pas l'homme qui chasse, c'est l'animal. La Croix Saint-Ouen, ce cerf qui a tant ému l'opinion publique, ce cerf qui se retrouve, vous pouvez retrouver la vidéo, dans le jardin d'un pavillon, qui est captif, qui est épuisé, et qui finalement va être abattu par l'homme, pas par le chien. Non, oui, mais justement, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de souffrance, l'homme intervient pour que la mort se passe le pignement. Mais revenons sur la Croix Saint-Ouen. La Croix Saint-Ouen, c'est effectivement l'explosion du mouvement AVA, parce qu'il y a un buzz médiatique autour de 2 fake news très importantes. La première, c'est que les veneurs n'ont pas pénétré dans cette propriété privée sans autorisation. Et la deuxième, c'est qu'on a demandé aux veneurs d'abattre ce cerf parce qu'il présentait un danger. Il était rentré dans le lotissement et il était difficile de lui faire gagner la forêt. Pas par hasard, je veux dire. Il a été traqué, il est arrivé là. De tout le monde. Je termine. Je donne juste ma version des faits. Voilà. Les cerfs se réfugient traditionnellement depuis toujours et ça continuera. Ils cherchent l'homme pour échapper à leur prédateur, le chien, parce qu'ils pensent que le chien, c'est une des théories, le chien a peur de l'homme. Et donc ils essayent d'échapper à l'homme en fait en se réfugiant dans des zones habitées. Ça arrive, chaque équipage, ça peut arriver entre 1 et 2 fois, ça dépend des territoires où ils chassent Donc la Croix Saint-Ouen, c'est ce qui s'est passé. La fake news, elle a été le buzz médiatique. Je comprends la sensibilité des gens qui trouvent ça lamentable. Les veneurs n'en chassent pas dans les zones urbanisées. On est bien d'accord. Il n'y avait pas de chiens, il n'y avait pas de cavaliers. Les gendarmes ont demandé d'abattre ce cerf parce qu'ils ont eu peur que le cerf pénètre encore plus dans le village. C'est bien d'avoir ces précisions, Laurent Fac. Oui. Simplement, c'est la conséquence d'une chasse à court. On est sur 2 fake news qui ont... Mais là où il n'y a pas de fake news, c'est que cet animal s'est réfugié dans un pavillon, que tout le monde l'a vu, qu'il y avait des enfants, qu'il a été abattu devant tout le monde. Non, pas devant tout le monde. Il y a eu un périmètre de sécurité. On a joué malchance parce qu'on n'avait pas de vétérinaire pour endormir, pas les produits pour endormir, ni l'arme pour endormir l'animal, et que les gendarmes ont demandé à Alain Drache, qui a été jeté en pâture. Et c'est ça qui m'a choqué. Et c'est ça qui a créé mon mouvement. C'est de là que j'ai créé mon mouvement de marcheurs pour contrer les avins. Parce que je trouvais que je trouvais ça excessivement malsain d'opposer les hommes sur une fake news. D'accord, mais là où c'est pas une fake news, c'est que cet animal s'est réfugié ici, c'était une conséquence de cette traque, c'était l'aboutissement, je veux dire, Stanislas Ronezowski. Le cerf était gracié. Il devait pas être tué. S'il avait pu rentrer dans la forêt, le problème c'est que je crois que c'est le premier jardin où il s'est réfugié. La personne a découvert le cerf et le cerf s'est réfugié dans un 2e jardin, puis un 3e, et après. Donc vous voulez dire que ça vous a échappé. C'était pas dans votre logique. Hors contrôle. Il existe des vidéos de cet incident, donc Monsieur Fac ne peut pas aller contre les images non plus, là c'est un petit peu exagéré. Mais il a été gracié, ce qu'il disait, par les chasseurs à court, ensuite ça a été la puissance publique s'en est emparée. Ça c'est leur argument. Il a été gracié, mais le soir même, il a été amené au chenil d'Alain Drache pour faire la curée, ils ont découpé sa peau de ses os pour exciter les chiens, ils ont pris des photos avec sa tête, etc., comme une prise normale. Donc après, tué pour des raisons de sécurité, on a vu le cerf tous sur les images, il était inoffensif dans un jardin, dans lequel il s'était réfugié. Alain Drache s'est approché pour le faire fuir en faisant des bruits, comme il fait d'habitude, que je connais par cœur en forêt de Compiègne, jusqu'à ce qu'il se blesse et qu'il appelle tous les gradés de la gendarmerie par leur prénom pour leur demander de pouvoir tuer le cerf, l'amener dans son chenil pour faire la curée qu'il attendait depuis le début de journée. Je voudrais juste que vous réagissiez au propos du préfet de l'Oise sur le sujet. C'était il y a quelques semaines. Écoutez sa position administrative aussi, on va dire. Si du gros gibier, quel qu'il soit, se retrouvait aux zones urbanisées, j'ai donné comme consigne, plutôt comme instruction, à la Gendarmerie nationale d'abattre immédiatement ces animaux. Voilà, on est dans la consigne et dans l'instruction aussi. Ça a quelques mois, mais c'est toujours en vigueur, je veux dire, Stanislas Ronezowski. Ils ont reculé là-dessus depuis. Ils ont reculé ? En fait, les incidents comme la Croix Saint-Ouen sont vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. Et c'est là-dessus que s'est basé le mouvement AVA. C'est là-dessus que s'est construit AVA, non pas comme un mouvement activiste contre la chasse à court, mais de résistance populaire des villages contre ces intrusions. Et donc depuis cette année, par exemple, des incidents du genre sont arrivés à Pont-Sainte-Maxence, à Thiers-sur-Thève, à Prémontré. Ils arrivent plein de fois tous les ans et il y a vraiment de la chasse. Alors, on se retrouve dans un instant, je vous donne la parole. Alexandre nous dit qu'il travaille en forêt de Compiègne, il croise tous les jours des chasseurs, ils sont organisés, ils font partie de notre quotidien, ils sont utiles pour réguler les populations animales. C'est un sujet sur lequel on va vous faire réagir. Michel est opposé à cette chasse à court, Catherine également, et Franck veut nous dire son sentiment sur le sujet. A tout de suite jusqu'à 11h sur Europe.
Demain s'achèvera la saison de la chasse à courre. Pour l'occasion, de nombreux rassemblements seront organisés sur 4 sites en France. Je vais en parler. Par les opposants qui jugent archaïque cette pratique et qui réclament son abolition. Alors ça va se passer sur le parvis de la gare de Rambouillet, à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise, à Paimpont, c'est en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, et à Castelnau de Montmirail dans le Tarn. Laurent Fac, vous voulez réagir? Oui, en parallèle, il y a deux rassemblements festifs et solidaires autour de la ruralité à Paimpont et à Rambouillet. Voilà, qui sont organisés par des chasseurs à courre, mais qui cachent leur pratique derrière ces images de ruralité, de tradition. D'ailleurs, dans les appels de cette manifestation, il n'est écrit nulle part chasse à courre. Tradition, ruralité, c'est évidemment des éléments aussi que vous employez. Les pêcheurs, les éleveurs, en fait, en Bretagne, ils sont très sensibles en fait à ce que ces traditions soient attaquées. L'élevage est très impliqué aussi. Oui, la tradition et le rituel, c'est ce qui vous a intéressé. Je vais réagir, Céline. Anaya Gauthier qui a publié La chasse à courre chez Flammarion, parce qu'on est dans cette ritualisation très sociale. C'est pour ça que certains considèrent que c'est un sport de riche et un sport de l'ancien temps. Oui, alors que c'est complètement faux. C'est-à-dire que donc mon livre Chasse à courre à la croisée des mondes n'est pas une apologie de la chasse à courre. Je questionne autant les veneurs, je me questionne moi-même en tant qu'urbaine par rapport à la nature, et je questionne la France et les Français sur notre relation au rituel, à la mort et à la nature. C'est illustré de photos d'ailleurs. C'est illustré de photos. Je travaille en argentique, donc avec des très vieux appareils photo, et je travaille toujours en immersion. Donc c'est-à-dire que je dors chez les gens. Alors j'ai dormi dans des magnifiques châteaux et des très grandes familles, et j'ai dormi chez des ouvriers. C'est une réalité. Et je ne savais pas comment faire pour montrer en fait la diversité sociale, parce qu'un veneur en forêt, c'est un veneur. Donc j'ai pris la décision de sortir le veneur de la forêt et de faire des portraits dans son milieu socio-professionnel. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur leur sur leur intérêt, sur la manière pour laquelle ils étaient attirés par ce loisir ou par ce plaisir? Eh ben ça dépend si on est proche de Paris, ça dépend si on est agriculteur. Les agriculteurs, pour eux, ils voient même pas en fait comment ça s'appelle le problème, parce mais il y a un plaisir de tuer ou pas? Est-ce qu'ils le formalisent? Non, c'est pas le plaisir de tuer, c'est le plaisir de reprendre sa place de prédateur, en fait. C'est-à-dire qu'à la différence de l'urbain, je pense, c'est ma vision, je ne défends personne, en tant qu'urbain, on a coupé les liens, en fait, avec la nature. La nature, c'est un lieu joli où on peut aller se balader le samedi, le dimanche, aller ramasser les champignons, et on n'a pas conscience de la cruauté de la nature. On parle ici de prédateurs. Ok, demain on enlève les chasseurs à courre et on enlève les chasseurs à tir. Moi, la question que je me pose, qui est-ce qui régule? Qui est-ce qui régule? Parce qu'il faut une régulation. Évidemment, on a chassé le loup, alors c'est ça la question. Voilà, mais moi, dans les conclusions, les chasseurs à courre ne revendiquent pas de réguler. Ils tuent peu d'animaux et ils s'amusent avec les corps plus qu'autre chose. Je suis d'accord. Moi, dans la conclusion de mon livre, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, si on est vraiment contre la maltraitance animale, comme je dis tout à l'heure, on remet les grands prédateurs, on laisse les chasseurs aller chasser, il n'y a pas de problème. Mais quand ils iront chasser, ils seront eux-mêmes une proie d'un prédateur. Alors, vous allez nous parler de régulation dans un instant. Michel est avec nous au 39-21 avant Françoise qui soutient la chasse à courre. Bonjour Michel. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, je voulais intervenir donc d'abord donner quelques éléments contre la chasse à courre et puis répondre aussi à monsieur Laurent Favre, c'est ça? Laurent Fac, absolument. Laurent Fac qui a parlé de la chasse à courre. Alors, pour moi, c'est un type de chasse qui le partage, la chasse à courre, le partage, je veux dire, à l'inutile et à l'immoral. Pour 3 raisons au moins. La chasse à courre appartient à l'univers du loisir mortifère. On tue. Pas celui du besoin. C'est une distraction que je qualifierais, oui, carrément de barbare, voire d'inhumaine et de monstrueuse. Elle est, à mon avis, le parangon de l'acte lâche et cruel. C'est lâcheté et cruauté. Pourquoi lâcheté? Lâche dans la disparité, car vous avez des gens qui poursuivent un animal innocent, tout seul, qui essaie de sauver sa vie face à une meute de veneurs, de cavaliers et autres chiens. C'est cruel. Le disait ce monsieur Laurent, là, ça l'amusait. Il a dit c'est amusant. Ça, c'est un terme abominable. Les animaux sont des êtres vivants sensibles. Les chasseurs à courre méritent-ils ce qualificatif? Alors, quand il dit, qui plus est, qu'il n'y a pas de souffrance de l'animal, et que vous avez un animal seul, je répète, qui pendant des heures est traqué, et lorsqu'enfin épuisé et encerclé, il s'arrête, il meurt sous l'effet des coups de dague. C'est un spectacle affligeant, auquel d'ailleurs il faudrait interdire la présence d'enfants. C'est pas une éducation pour notre société. Le Mahatma Gandhi disait
la grandeur d'une nation se mesure aussi à la façon dont elle traite ses animaux. Absolument, Michel. Et même le patron des chasseurs, auquel il se réfère parfois, Saint-Hubert, lui-même a abandonné cette pratique cruelle en voyant les larmes d'un cerf encerclé par des chiens. Si c'est ce qu'on appelle un spectacle amusant et dire qu'il n'y a pas de souffrance animale, comme l'a dit ce monsieur, et que, pour terminer, on ne tue que 1000 cerfs sur, je sais pas, les 60 000 par an, et pas le nombre de cerfs tués qui importe, c'est la façon dont il les tue. Michel, voilà, vous avez dit les choses avec émotion et avec souffle et je vais faire répondre presque point par point Laurent Fac sur ces sujets. D'abord, le fait, comme le disait Michel, que vous dites tuer, non pas pour vous nourrir, mais donc pour une forme de plaisir. Alors, je voulais juste poser une question à Michel, savoir de quelle région il était. Michel. Je suis des Deux-Sèvres. Des Deux-Sèvres, d'accord. C'est difficile pour moi de répondre point par point. Ce que moi, je suis tout à fait prêt à suivre une chasse avec vous et à vous montrer le véritable aspect de la chasse. Non, mais soyons précis. Alors, sur le plaisir, vous ne tuez pas pour vous nourrir. Enfin, même si vous reprenez des morceaux de ce cerf-là, c'est pas pour vous nourrir. Aucun chasseur, on n'a pas besoin. Effectivement, on peut y aller l'élevage pour nourrir les hommes. Donc effectivement, on mange ce qu'on tue, mais effectivement, il n'y a pas de nécessité particulière. Sur la souffrance animale dont parle Michel à l'instant. Moi, je suis pas d'accord sur la souffrance parce que je considère qu'il n'y a pas mieux armé qu'un herbivore dans son environnement naturel pour être chassé par un carnivore. Voilà, il y a une chaîne alimentaire qui existe et moi, je veux bien qu'on remette tout en cause, mais ça, j'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il est né dans la chaîne alimentaire pour être traqué, pour être tué. Si vous voulez, on parle de stress, mais il est dans son environnement. Moi, je vais mourir un jour et voilà, c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de mon existence et c'est l'herbivore de la même manière. Vous n'allez peut-être pas mourir d'épuisement. Non, mais le cerf est une proie. Le cerf, c'est une réalité, c'est la nature. On peut dire ce qu'on veut. C'est que si l'homme. Vous reproduisez ce cycle de la nature. Non, mais si l'homme n'intervient pas, c'est-à-dire que si on arrête tout là, et on remet les animaux, on parle que de chasse à court, attention. Non, mais à un moment donné, il faut prendre de la hauteur. C'est-à-dire que là, j'entends, moi, une des raisons pour laquelle j'ai fait ce sujet aussi, c'est parce qu'on dit l'animal il souffre, mais parce qu'on croit que l'animal à l'abattoir il souffre pas. C'est-à-dire que aux abattoirs, non, mais on s'en fout que ce soit un cerf, une vache ou un lympa, c'est la même chose. C'est une question que je voulais vous poser justement. Ils n'ont rien demandé à personne. Non, mais c'est une question que je voulais vous poser. Vous suivez des chasses aux cerfs. Est-ce que Ava va à la chasse aux lapins? Bah, pas encore, j'en ai pas eu l'occasion. Je me suis fait agresser quand je faisais une chasse au sanglier. Donc, oui, non, mais d'accord, mais c'est-à-dire qu'on entend parler que des cerfs. On entend parler que des cerfs. Il n'y a pas que le cerf. C'est l'animal en effet le plus emblématique pour ce gros gibier, mais Laurent Fac, vous chassez aussi à pied des lapins, des plus petits gibiers. Des lièvres. Oui, il faut dire qu'il faut. J'ai l'impression, enfin, en tout cas, c'est mon impression de journaliste, qu'on est vraiment dans le truc de Bambi. Le cerf, il est joli, il faut le protéger. Mais le cerf, c'est vrai qu'il y a un peu cet imaginaire dans l'esprit. Ce sont des animaux majestueux, avec un regard vibrant, et quand vous voyez ce souffle de l'animal qui parfois meurt d'épuisement, c'est bouleversant. Bien sûr que c'est dur. Laurent Fac. C'est dur, c'est tout. Oui. C'est dur, mais ça fait partie d'un cheminement, d'une pulsion. On chasse avec nos chiens et la récompense pour eux, c'est l'animal qui est prélevé. Donc bon, je peux pas leur retirer ça. Eux, ils chassent pour manger, quoi. Contrairement à moi. Donc voilà, l'acte de chasse, effectivement, oui, on ôte la vie. Oui, ça. La viande, la partie de leur viande, c'est leur récompense. Et vous, votre récompense, c'est quoi? C'est d'être allé au bout, d'avoir gagné le match? Non, parce qu'en fait, nous, la récompense, en fait, c'est la qualité du travail de nos chiens. On a vraiment, je suis très sincère là-dessus, autant de satisfaction sur une chasse complexe, difficile, même s'il n'y a pas de succès, s'il n'y a pas de prise à la fin de la chasse, quoi. Donc, pour nous, en fait, on recherche à avoir travaillé nos chiens de la façon la plus pure possible, avec le moins d'intervention de l'homme. Et voilà, elle est là notre satisfaction. Ouais, on va revenir là-dessus juste après la pause, parce que j'aimerais bien comprendre justement la place du chien. Elle est essentielle, vous le disiez, Laurent Fac, mais quel plaisir vous trouvez dans ce rapport à l'animal? Le chien est peut-être un filtre, mais il y a quand même votre rapport quasiment et le coup de couteau final, si j'ose dire, sur la question. Laurent Fac est avec nous, de la Société de la Vénerie de l'Oise, Céline Gauthier, photographe et écrivain, auteur de Chasse à court, et Stanislas Broniszowski pour Ava, Abolition, la Vénerie aujourd'hui, avec Françoise qui veut réagir également au 39-21 tout de suite. Comprenez-vous la pratique de la chasse à court en 2019? Les votes continuent, on a même un record de votes aujourd'hui. On en est à plus de 20 000, 20 300. Et ils nous disent non,
la question était comprenez-vous la pratique de la chasse à courre? Non, à 54%. Oui. Donc c'est presque du 50-50. Oui. Quelques témoignages. Emma, vive la chasse et la pêche. L'animal vit dans son milieu naturel toute sa vie, au lieu d'agoniser dans les camps de torture des élevages intensifs, puis encore agoniser des heures dans des abattoirs glauques. Et puis un autre témoignage. Merci de parler de ce sujet ou de cette horreur qui ne devrait plus être certainement comme la corrida, nous dit Marie. Étienne, je peux vous dire juste un mot avant de donner un sondage. Étienne de Melun nous dit on oublie les sonneries des corps de chasse qui sont magnifiques, les chevaux qui sont très importants, l'amour du cheval aussi. Sophie revient sur la qualification de violence qu'on a eu tout à l'heure sur le hashtag Europe 1. J'ai vu des animaux dépecés, enfants. Mes enfants en ont vu aussi, des canards, des poulets à la maison. Je vis très bien. Mes enfants aussi, ce n'est pas violent. Tout dépend de l'approche. Julie va vous donner un sondage dans un instant, mais Stanislas Bronesowski pour le collectif pour l'abolition de la vénerie. Quand on parle de violence, de souffrance, comment vous réagissez avec ce que vous voyez au quotidien dans ces forêts, disons régulièrement? J'ai l'impression que à l'époque médiévale, il y avait les tapisseries, les gravures qui mettaient en avant la vénerie, et aujourd'hui il y a le livre de Céline Anéa-Gauthier qui a un petit peu le même rôle, mais moi c'est pas du tout ce dont je me suis rendu compte pratiquement. Et donc depuis le début de la révolte contre la chasse à courre, il y a 1 an et demi, j'ai suivi disons 120 chasses à courre. À la première chasse à courre, j'ai vu ce qui clochait. J'ai vu des chiens avec des tumeurs qui pendouillaient de leur ventre, les pattes arrachées de ronces. Je les ai vus tout maigres se mettre en danger sur les routes et manquer de se faire écraser toute la journée. Et j'ai vu à la fin de la journée un cerf terrorisé qui s'est arrêté épuisé devant la meute de chiens. Il savait pas ce qui allait lui arriver. J'ai vu Alain Drache, le maître d'équipage, sortir ce que je pensais être une espèce de lance préhistorique, ce qu'en fait un épieu télescopique, pour lui enfoncer entre les côtes. J'ai entendu le cerf crier de douleur. Je l'ai vu courir sur 200 mètres saignant et poursuivi par les chiens. Je l'ai vu s'effondrer au sol. J'ai vu les chiens se jeter sur sa plaie encore ouverte. J'ai vu les vapeurs sortir de son corps. Et j'ai vu un valet écraser sa gueule sous sa botte en disant qu'il arrête de gémir, il nous fait chier, pendant qu'il blaguait. Vous avez vu en une journée plus de choses que ce que j'ai vu, moi, en 3 ans et demi et en 60 équipages. Alors Céline, je vais juste faire réagir Laurent Fac là-dessus sur l'esthétisation de la chasse à courre dans les tapisseries médiévales, dans ses photographies par exemple, esthétiser aussi une souffrance. Non, mais je comprends la sensibilité de Stanislas Bronisewski. Il résume 5 minutes dans une chasse qui dure 3 à 4 heures. Moi, ce qui me plaît dans la chasse, c'est de m'occuper de mes chiens, c'est de partir le matin quand la forêt est sous le givre et d'aller repérer un animal. C'est l'été, c'est d'aller promener mes chiens. On a une complicité avec nos chiens que personne ne peut imaginer. Donc quand on parle du rapport des veneurs, des chasseurs, que ça soit à pied ou à cheval, une fois de plus, parce qu'il y a la complicité avec les chevaux, on vit avec les animaux. Je veux dire, donc on vit avec eux, et le sauvage reste le sauvage et doit rester le sauvage. Alors, arrivons au rapport que vous avez à l'animal, parce que vous nous parliez beaucoup des chiens, du rôle essentiel des chiens. Très bien. Une fois que l'animal a été traqué, qu'il est arrêté, qu'il s'approche d'une rivière par exemple, et on va parler de ces animaux aussi qui sont noyés. Quand vous êtes dans un corps à corps, qu'est-ce que vous ressentez comme vous finissez ce cerf à la dague, 130 kilos à la dague? Non, mais c'est un acte violent, c'est très difficile, mais on noie pas les animaux. Déjà, les animaux sont en priorité servis au fusil. Moi, j'ai chassé pendant 15 ans avec Alain Drache, que connaît bien Stanislas. Tous les animaux étaient servis au fusil, sauf quelques exceptions. Voilà. Ça veut dire que vous arrivez, il est épuisé, vous le tuez au fusil. C'est le fusil, on tue au fusil, voilà. Et c'est une balle dans la tête. C'est dur, mais c'est propre. Voilà. Point. Et quand les conditions de sécurité sont pas réunies, effectivement, on peut le servir à l'arme blanche. Voilà. La noyade, c'est un fantasme. Ce sont ce que j'appelle des accidents, quoi. Donc, et je peux discuter toutes les vidéos d'Ava. On peut toutes les visionner ensemble. Alors, on peut y aller. Moi, j'ai vu un animal dans une rivière. Sur un fond de vérité, je suis d'accord. Sur un fond de vérité, il y a une fake news, et cet animal, il a été servi à l'arme blanche, et on transporte en fait on tient le bois du cerf pour le ramener vers la rive, et on a l'impression qu'il a la tête. Non, pas du tout. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il a la tête sous l'eau parce que simplement pour ramener avec la barque, c'est soit avec une corde, soit on lui tient la main. Donc effectivement, il y a un moment où il est immergé. Est-ce que c'est une fake news de dire que beaucoup de chasse à cour pousse l'animal vers un étang, vers une rivière, pour qu'il soit acculé, qu'il saute et qu'il finisse noyé à nouveau, non? C'est le cerf qui décide de son parcours. On parle du cerf et on parle en fait c'est ce qui moi me. Attendez, je termine sur la question. On parle tout le temps du cerf. Oui, on parle du cerf. En l'occurrence, il y a 6 animaux chassés. Oui, mais moi je parle du cerf là. Donc j'aimerais qu'on réponde sur le cerf. Laurent Fac, merci. Non, mais on pousse pas les animaux vers l'eau, quoi. C'est une de leurs ruses, voilà, pour que leurs sentiments en fait s'évanouissent en fait dans l'eau. Voilà, les chiens ne peuvent plus le traquer, ou ils mettent du temps à le retrouver. Voilà.
C'est ça. Donc vous avez besoin de chasseurs, par exemple, sur une barque pour récupérer l'animal et le ramener sur la rive. Oui, effectivement, il faut une ça barque. Arrive. Non, mais, mettre la tête sous l'eau, le poignarder sous l'eau, etc. Ouais, bon. Non, mais on peut parler, mais c'est bien que vous décriviez. Mais il y a un fond de vérité, oui. et puis après, il y a une interprétation des images, moi, qui me dérange. C'est pour ça que j'ai créé ce collectif, en fait. Comment il s'appelle, votre collectif? Alors, il s'est autoproclamé les marcheurs, en fait. Moi, j'ai été sidéré par la violence, en fait, des actions des saboteurs, représentés par le collectif AVA. Parce qu'il y avait beaucoup de... et cette année, j'ai vécu une saison extra parce qu'on n'a pas eu de bagarre. Et l'an dernier, il y avait tellement de provocations que ça s'est fini en bagarre générale le 17 mars, au bord d'une route, la RN31. Une personne chez nous a été agressée de manière sauvage. Bon, voilà. Mais il y a eu des provocations avant. Les images, nous, on les a pas parce qu'on n'est pas des geeks, on n'a pas de caméra, on n'avait rien. Vous les aviez. Et maintenant, cette année, dans ma région, en Picardie, il n'y a eu aucun incident parce que j'ai mobilisé 300 veneurs pour s'opposer aux 150 saboteurs. 150 saboteurs qui viennent de l'étranger, qui viennent de la région parisienne, qui sont pas du tout des riverains. Il y a 20% de riverains, il y a 10%, je pense, de gens qui habitent les villages qui sont éventuellement gênés par la chasse à courre sur les territoires sur lesquels on chasse. Alors juste après la pause, on parlera de ces chasses à courre aussi avec les autres équipages. Vous disiez 40 équipages mobilisés pour la chasse aux cerfs. Il y a en effet d'autres animaux qui sont traqués. Céline Anaya Gauthier, Laurent Fax, Stanislas Broniszowski, quelques instants encore avec nous jusqu'à 11h sur Europe 1. Toujours sur la chasse à courre, on a un autre chiffre. Il s'agit d'une enquête de la Fondation 30 millions d'amis qui nous apprend que 75% des Français sont opposés à la chasse à courre. Wendy Bouchard. Oui, on en parle encore avec le témoignage de Pierre de Nantes qui est pour la chasse à courre, qui aimerait parler du rôle du chien. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais Lydie intervient sur le sujet aussi. Elle est vétérinaire. Elle précise que dans les meutes, les chiens vont très bien, que les chasseurs adorent leurs chiens et en prennent plus soin que la moyenne des gens. Il ne faut pas dire n'importe quoi, dit-elle. Bon, c'est son témoignage de vétérinaire que je relais, notamment devant vous, Stanislas Broniszowski, avec le collectif Abolition la vénerie. Abolition. Pardon, c'est mieux. Oui. Abolition la vénerie aujourd'hui, le collectif AVA qui est né il y a 2 ans. C'est un impératif. Bah oui, en fait, disons qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incidents, ce dont parlait Laurent Fax il y a quelques instants. C'est vraiment quelque chose pas du tout exceptionnel, ce qui est arrivé à la Croix-Saint-Ouen où ils ont tué un cerf dans le jardin de quelqu'un. C'est arrivé cette année à Pont, à Thiers, à Puisan-en-Retz, etc. Et donc c'est vraiment un mouvement qui est né comme un mouvement de résistance des habitants qui maintenant transforment leur lotissement, leur village en sanctuaire pour les animaux qui viennent s'y réfugier, en forteresse contre les veneurs qui maintenant ils les repoussent. Et c'est une pratique qu'on essaie de centraliser, de généraliser à tout le pays. Voilà. Ouais. La chasse à courre qui est légale aujourd'hui, que vous pratiquez, vous le disiez, de manière accessible dans les forêts publiques. Alors, ce qui est intéressant dans le collectif AVA, c'est que nous, on a appris à parler à ces gens-là. Et un peu comme il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, il y a le bon AVA et le mauvais AVA. Il y a l'AVA qui provoque, qui s'accroche aux rênes des chevaux, qui va asperger de citronnelle les chiens, qui va intervenir, insulter, etc. Personnellement, on a eu des vidéos. On a eu des échanges musclés avec Stanislas. Oui. Voilà, et la mobilisation des veneurs pour encadrer tout ça a permis de désamorcer en fait beaucoup de saboteurs. Mon voisin faisait partie du collectif AVA. On s'est parlé, on a parlé de nos passions communes et cette personne n'est jamais revenue chez AVA. Et je voulais juste terminer puisqu'on parle de maltraitance de chiens. Moi, je voulais des agressions après. Je voulais juste saluer les hommes de métier qui s'occupent de nos chiens. C'est 1000 emplois directs, 10 000 emplois indirects. Et Stanislas, je vous propose de venir visiter les chenils plutôt que de prendre des photos par-dessus les murs. Et une fois qu'on a un vrai échange dans un chenil, alors est-ce qu'il aura le droit de venir avec une caméra? Qu'on vous explique les abcès des chiens, les escarres. Alors vous dites oui, il pourra venir avec une caméra visiter vos chenils? Ah mais moi je viens sans caméra. Quand je suis invité chez Stanislas Broniszowski, je viens sans caméra. Moi je suis venu avec mon appareil photo. Non, mais... Moi je peux vous donner mes planches contact où il y a pas de photos choisies et vous pouvez voir toutes les. Non, attendez. J'ai été invité à visiter un chenil. Est-ce que je peux venir le filmer et le montrer à la France entière, monsieur Fax? Venez d'abord une première fois sans caméra, on discutera d'homme à homme. Bon, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. On est témoin de cet échange. Julie, petite question naïve, j'y ai droit? Oui. Jamais le cerf attaque un cheval ou un chien? Non, les chevaux non. Les chiens c'est assez rare. Au sanglier il y a un peu plus de contact. Ouais, les chiens peuvent être effectivement décousus et c'est des blessures superficielles, mais ça peut être plus grave. J'aurais voulu terminer avec le témoignage de Martine qui croit savoir qu'en Allemagne la chasse à courre se pratique avec un leurre. Si c'est le cas, pourquoi ne pas le mettre en place en France? Oui, c'est le cas. Alors, ça existe. Le leurre existe, ça s'appelle des dragues. Ça n'a rien à voir, quoi, parce que quand on chasse un cerf, on ne sait pas où on
on va, il y a le côté sauvage qui est toujours là et de connaître le parcours à l'avance, ça n'a pas la même. Bon, allez, 30 secondes pour terminer. Je voulais juste raconter une anecdote. En 30 secondes. Donc, une fois, j'ai été à la chasse à courre toute la journée. Le cerf a été traqué. Il y a eu un défaut et ça s'est arrêté à la nuit. Et en fait, le maître d'équipage a mis le pied à terre et il a dit bon, on arrête. Et au moment où il met le pied à terre, on voit le cerf tapis juste à côté. Et j'ai été très émue parce que le maître d'équipage a dit non, il a gagné. J'ai mis le pied à terre, la chasse est terminée. Et c'est ça aussi qui m'a plu dans cette pratique, c'est tout le sens qu'il y a, tous les rituels et le respect de certains codes. Il peut y avoir ça aussi dans la chasse à courre. Chez Flammarion, vous publiez La Croisée des Mondes. Ava et votre collectif, on vous retrouve sur Internet avec vos actions et surtout régulières. Au rassemblement demain à 10h du matin à Pont-Sainte-Maxence, Paimpol, Castelnau-de-Montmiral et Rambouillet. Ava, merci et merci Laurent Facquois. Et merci d'avoir tenu un débat serein. Voilà, c'est tout à votre honneur. À très bientôt, à lundi ma chère Julie. À lundi. Merci à vous. C'était Wendy Bouchard. Dans un instant, Anne Roumanoff.